Sans se douter un seul instant que j'étais l'héritière d'un milliardaire secret, il a signé les papiers du divorce d'un air-moqueur. La première chose qu'Étienne Dubois fit après avoir signé les papiers du divorce fut de rire. Pas un rire bruyant, juste un petit rictus suffisant et confiant. Le genre d'air qu'un homme arbore quand il croit avoir enfin gagné. Celui qui dit « J'ai pris la bonne décision ». De l'autre côté de la table de conférence vernie, j'étais assise, parfaitement immobile. Mes mains reposaient sur mes genoux. Pas de tremblement, pas de larmes, pas de supplication de dernière minute. J'avais déjà apposé ma signature là où le papillon adhésif l'indiquait, mes traits de stylo calmes et délibérés. Étienne se renversa dans son fauteuil et ajusta son stylo ST Dupont comme un trophée. Tu sais, dit-il nonchalamment en jetant un œil au papier, la plupart des gens se seraient battus plus durement. Mais je suppose que c'est plus facile quand on n'a pas grand-chose à perdre. Je ne répondis pas. L'avocat se racla la gorge, ses yeux allant de l'un à l'autre. Étienne lui fit signe de la main, toujours amusé. C'est bon. Nous avons terminé ici. Une rupture nette. Pas de patrimoine, pas de drame. Il marqua une pause, puis ajouta avec un petit rire. Honnêtement, Claire, je te rends service. Tu ne survivrais pas dans mon monde de toute façon. J'acquiesçai une seule fois. Ce hochement de tête fut tout ce dont Étienne avait besoin pour confirmer chaque supposition qu'il avait faite sur moi au cours des 7 dernières années. Que j'étais silencieuse parce que j'étais faible, simple parce que j'étais insignifiante, remplaçable parce que je n'avais rien de valeur. Il se leva, consultant déjà son smartphone comme si notre mariage n'avait été qu'une réunion qui s'était un peu éternisée. « Envoyez-moi la copie finale, dit-il à l'avocat. Et ne vous inquiétez pas, elle comprend. » Il ne vit pas mes doigts se crisper une demi-seconde. Il ne remarqua pas l'hésitation de l'avocat avant de refermer le dossier. Donc, il ne savait certainement pas que le document qu'il venait de signer sans en lire les petits caractères était la dernière barrière le protégeant d'une vérité si lourde qu'elle finirait par écraser tout ce qu'il pensait posséder. Car je n'ai pas quitté cette pièce en tant qu'ex-femme rejetée. J'en suis sortie comme une femme qui venait de remplir la dernière condition d'un trust scellé, conçu pour tester non pas ma richesse, mais mon caractère. Et au moment où les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière moi, un téléphone à l'autre bout de la ville s'alluma avec un unique message, elle a signé. Activez le continuum Lefebvre. Étienne Dubois venait de divorcer de la femme qui, légalement, contrôlait l'avenir de son monde entier, et il ne le réaliserait que bien trop tard. J'avais appris très tôt dans notre mariage qu'avec Étienne, l'amour n'était jamais gratuit. Il était mesuré, comptabilisé, et pouvait discrètement se transformer en une dette que j'étais toujours censé rembourser. Au début, cela se déguisait en sollicitude. Étienne soupirait après de longues journées de travail, desserrant sa cravate dans notre appartement parisien pendant que je réchauffais les restes. « Tu ne sais pas la chance que tu as, » disait-il nonchalamment. « La plupart des femmes tueraient pour vivre comme ça. » Il n'a jamais dit « avec moi ». Il a dit « comme ça ». La vue, l'adresse, le style de vie qu'il croyait être le seul à fournir. J'acquiesçais, la culpabilité se formant là où la gratitude aurait dû être. Quand j'ai refusé une offre d'emploi à plein temps pour continuer à travailler en freelance, Étienne n'a pas discuté. Il a souri. Puis, des semaines plus tard, il l'a mentionné lors d'un dîner. Claire préfère un travail simple, plaisanta-t-il, un verre de vin à la main. Sans pression. Tout le monde n'est pas bâti pour l'ambition. Des rires suivirent. Je souris aussi, même si quelque chose de petit en moi se repliait sur lui-même. Dès lors, chaque gentillesse était assortie d'une étiquette de prix invisible. Si Étienne payait le dîner, il attendait mon silence quand il rentrait tard. S'il payait le loyer, il attendait mon admiration. S'il restait marié, j'étais censée être infiniment compréhensive. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait cessé de m'inviter à des événements, il n'a pas haussé la voix. Il s'est simplement adossé et a dit « Tu ne serais pas à l'aise là-bas. » Et honnêtement, je ne peux pas me permettre de distraction en ce moment. Je me suis demandé à quel moment j'étais devenue une distraction. Les conversations sur l'argent étaient toujours présentées comme de la générosité.
Étienne virait une allocation sur notre compte joint et me rappelait gentiment, souvent, que la gestion du budget était importante. Quand j'ai acheté un manteau d'occasion au lieu de remplacer mon téléphone fissuré, il m'a félicité de savoir rester à ma place. L'amour dans ce mariage n'était pas quelque chose que je recevais. C'était quelque chose que je gagnais en prenant moins de place. Pourtant, je croyais en l'effort, en la patience, en la mathématique silencieuse du sacrifice qui finit par s'équilibrer. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'Étienne avait déjà réécrit l'équation. Pour lui, je n'étais pas une partenaire. J'étais une dépense qui ne se justifiait plus. Et quand un homme commence à voir l'amour comme un passif, il ne demande pas comment le réparer. Il commence à chercher un remboursement. Et Étienne Dubois avait déjà décidé qu'il avait fini de payer. Le changement ne s'est pas produit d'un seul coup. C'était la partie la plus dangereuse. Je ne me suis pas réveillée un matin effacée de ma propre vie. Je me suis estompée lentement. De la même manière qu'un nom disparaît d'un tableau noir après trop de coups d'éponge négligents. Cela a commencé avec les décisions. Étienne a cessé de me demander ce que je pensais des projets de voyage, des investissements, des week-ends. Il m'informait à la place, généralement en parcourant ses emails sur sa tablette, son ton efficace et final. Je serai à Lyon ce week-end. Ou, j'ai déplacé un peu d'argent. Rien dont tu doives t'inquiéter. Au début, je me suis dit que c'était normal. Étienne était occupé, important. Son travail exigeait de la concentration, alors je me suis adaptée. J'ai appris à formuler mes opinions comme des questions, puis j'ai appris à ne plus les poser du tout. Puis vinrent les présentations. Lors des événements de réseautage, Étienne ne disait plus « Voici ma femme, Claire ». Il disait « Claire s'occupe de quelques missions en freelance ». Parfois, il ne me présentait pas du tout. Je suis devenue la femme qui tenait son manteau, la présence silencieuse planant juste à l'extérieur des conversations sur les contrats et la croissance. Un soir, debout dans un bar chic du Marais, j'ai réalisé que personne ne m'avait parlé directement depuis plus d'une heure. Non pas parce qu'ils étaient impolis, mais parce qu'Étienne avait déjà décidé que je n'avais pas ma place dans le tableau. À la maison, mon monde s'est encore rétréci. Étienne passait ses appels professionnels dans la chambre et fermait la porte. Son rire, autrefois partagé, devint quelque chose que j'entendais de loin. Quand j'ai mentionné que je me sentais seule, Étienne a soupiré comme si j'avais demandé quelque chose de déraisonnable. « Tu réfléchis trop », a-t-il dit. « Tout va bien. Tu as juste besoin de plus de passe-temps. » Je me suis demandé quand la solitude était devenue un défaut personnel. Mes affaires ont commencé à disparaître des espaces communs, des photos remplacées par des récompenses encadrées. Mes livres mis en carton pour faire de la place aux siens. Même ma tasse de café, célébréché que j'aimais tant, a disparu un matin, remplacée par un service assorti que je ne me souvenais pas avoir choisi. J'ai remarqué. Je remarquais toujours. Mais je me disais que l'amour signifiait s'adapter, que le mariage exigeait des compromis. Qu'être facile à vivre était une forme de force. Ce que je ne voyais pas, c'est qu'Étienne ne me demandait pas de m'adapter. Il faisait de la place pour un avenir qui ne m'incluait pas. Le temps que je comprenne que j'avais été discrètement effacée de mon propre mariage, Étienne était déjà passé à autre chose émotionnellement. Et le plus effrayant, c'est qu'il croyait vraiment que je ne le remarquerais pas, car les gens craignent rarement de perdre ce qu'ils ont déjà cessé de voir. Je ne suis pas allée chercher de preuves. C'est la partie qu'Étienne n'a jamais comprise. Je n'étais pas de nature méfiante. Je croyais encore, même à ce moment-là, que si quelque chose n'allait pas, cela s'annoncerait bruyamment. Je croyais que la vérité exigeait d'être vue. Au lieu de cela, elle s'est glissée silencieusement. C'est arrivé un mardi soir, ordinaire en tout point. Étienne s'était endormi sur le canapé, sa veste de costume jetée sur l'accoudoir et un téléphone vibrant doucement à côté de lui. J'étais dans la cuisine en train de rincer une tasse quand le son s'est répété. Court, insistant, intime. Pas une notification de travail, un message. Je me suis dit de l'ignorer, mais l'écran s'est rallumé. Et cette fois, le nom était visible. Léna. Pas de nom de famille, pas d'émoji, juste un mot,
brillant dans le noir comme s'il était là depuis plus longtemps que je ne le pensais. Ma poitrine s'est serrée, non pas de panique, mais avec un étrange sentiment de reconnaissance, comme si une pièce manquante du puzzle avait enfin fait surface. Pas dramatique, pas explosif, juste clarifiant. Je n'ai pas déverrouillé le téléphone. Je n'ai pas lu le message. Je n'en avais pas besoin, car Étienne s'est agité, à moitié réveillé, et sa main s'est déplacée instinctivement, non pas vers moi, but vers le téléphone. Il l'a retourné face contre table avant même d'ouvrir les yeux. Ce geste m'a tout dit. Plus tard cette nuit-là, Étienne a pris une douche plus longue que d'habitude. Il fredonnait, un son que je n'avais pas entendu depuis des mois. Quand il est sorti, son humeur était plus légère, insouciante même. Il m'a embrassé la joue distraitement et a dit, « Grosse journée demain. Ne m'attends pas. » Je suis restée éveillée longtemps après que l'appartement soit devenu silencieux. J'ai rejoué les moments que j'avais écartés. Des sourires soudains devant des textos non lus, des voyages d'affaires ajoutés à la dernière minute. Son irritation quand je posais des questions simples. Rien de tout cela ne criait la trahison. Ça la murmurait. Et les murmures sont plus difficiles à contester. Au cours des semaines suivantes, le nom est apparu encore et encore, non pas directement, mais dans les absences de concentration d'Étienne, flottant dans la façon dont il gardait son téléphone comme s'il contenait quelque chose de fragile. Je ne l'ai jamais confronté. J'ai compris quelque chose à ce moment-là, quelque chose de subtil et de dévastateur. Si je demandais, Étienne nierait. Si j'accusais, il blâmerait mon insécurité. Et si je pleurais, il appellerait ça de la manipulation. Alors j'ai fait la seule chose à laquelle il ne s'attendait pas. J'ai prêté attention. Parce que parfois, la vérité n'a pas besoin d'être traînée à la lumière. Parfois, elle attend patiemment que vous soyez assez forte pour y survivre. Et je commençais à peine à me réveiller. La première fois qu'Étienne m'a humiliée en public, il l'a fait avec un sourire. C'est arrivé lors d'un cocktail de réseautage sur un toit-terrasse surplombant Paris. Le genre d'événement où les conversations sont une monnaie d'échange et les apparences comptent plus que la vérité. Je n'avais pas prévu d'y assister. Étienne a insisté à la dernière minute. « Ce sera bon pour toi », a-t-il dit, déjà distrait. « Ne te prends pas la tête. » Je portais une simple robe noire. Rien de tapas accent grave l'œil, rien de déplacé. Au début, Étienne est resté près de moi, sa main posée légèrement sur mon dos comme un accessoire qu'il n'avait pas encore décidé de garder. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, il a dérivé vers des poignées de main plus bruyantes, plus fermes, vers des gens qui comptaient davantage. Je me suis retrouvée seule près du bord de la terrasse, à regarder les lumières de la ville clignoter comme des signaux lointains que je ne pouvais pas atteindre. Puis Étienne m'a appelé. Et, a-t-il dit, les bras passés nonchalamment autour de mes épaules alors qu'un petit groupe se formait. Voici Claire. C'était tout. Pas de nom de famille, pas de contexte. Un homme à côté de lui a souri poliment. Et que faites-vous, Claire ? Avant que je puisse répondre, Étienne a ri. Oh, elle fait quelques missions en freelance. Pour s'occuper. Elle n'est pas vraiment dans la course à la carrière. Plutôt du genre facile à vivre. Le groupe a gloussé. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, mais j'ai souri, car je le faisais toujours, car le corriger aurait donné l'impression de faire une scène. Quelqu'un a ajouté, ça doit être agréable de ne pas avoir ce genre de pression. Étienne a hoché la tête. Exactement. On ne peut pas tous être débattants, n'est-ce pas ? Les mots ont atterri doucement, mais ils ont coupé profondément. Une femme à proximité m'a jeté un regard qui ressemblait à de la pitié, puis a rapidement détourné les yeux. La conversation est revenue aux tendances du marché et au plan d'expansion, comme si j'avais déjà rempli mon rôle de blague, de contraste, de rappel de ce qu'il ne fallait pas être. Étienne n'a pas remarqué que je devenais plus silencieuse. Ou peut-être qu'il l'a fait et s'en fichait. Sur le chemin du retour, je regardais par la fenêtre, les lumières de la ville se brouillant en longues traînées. Étienne fredonnait avec la radio, détendu, satisfait. « Tu étais vraiment silencieuse ce soir », a-t-il dit finalement, pas méchamment. « Ça va ?» J'ai hésité.
Tu n'étais pas obligé de le dire comme ça. Étienne a soupiré, impatient. Dire quoi? J'étais juste honnête. Ne sois pas si sensible. J'ai de nouveau hoché la tête. Mais quelque chose avait changé. Parce que cette nuit-là, j'ai compris la vérité avec une clarté douloureuse. Étienne n'était pas inconscient de ma valeur. Il la rabaissait délibérément, un public à la fois. Et bientôt, il le ferait devant les mauvaises personnes. Étienne n'a pas planifié la conversation sur le divorce comme la plupart des gens le font. Il n'y a pas eu de montée en puissance, pas d'avertissement, pas de lourd silence avant la tempête. Il l'a traité comme une course à faire. J'étais dans la cuisine quand il en a parlé, en train de couper des citrons pour le thé. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les fenêtres de notre appartement. Étienne s'est appuyé contre le comptoir, faisant défiler son téléphone, son ton désinvolte, presque ennuyé. J'ai parlé à un avocat aujourd'hui, a-t-il dit. Nous devrions divorcer. Le couteau a glissé très légèrement. Je l'ai stabilisé avec mon pouce avant qu'il ne puisse tomber. J'ai attendu plus. Une explication, une raison, quelque chose d'humain. Étienne a finalement levé les yeux, surpris par mon silence. Je veux dire, c'est évident depuis un moment, non? Il a haussé les épaules. Nous ne sommes plus compatibles. Tu veux la simplicité. J'ai besoin de plus. Plus de quoi? Je voulais demander. Plus d'admiration, plus de silence, plus de gens qui ne le remettraient pas en question. Au lieu de cela, j'ai dit doucement, quand as-tu décidé ça? Étienne a expiré comme si je lui en demandais trop. Ne fais pas ça. Ce n'est pas une question d'un moment précis. C'est une question de réalité. Il a fait un geste vers l'appartement. Cette vie, elle ne va nulle part. Il a dit, cette vie, pas, nous. Une semaine plus tard, il a fait glisser les papiers du divorce sur la table de la salle à manger comme une addition de restaurant. Pas de colère, pas de culpabilité, juste de l'impatience. Du standard, a-t-il dit. Tu n'as pas de patrimoine. Je garderai l'appartement. Une rupture nette. Il a eu un rictus, essayant d'adoucir le coup avec de l'humour. Honnêtement, Claire, tu as de la chance. Tu n'auras plus à supporter mon monde. De la chance? J'ai feuilleté les pages lentement. Mon nom apparaissait encore et encore, détaché de tout ce qui lui avait autrefois donné un sens. C'est temps réduit à de l'encre et des marges. Tu ne vas même pas te battre? A demandé Étienne, amusé. La plupart des gens le feraient. Je l'ai regardé, puis je l'ai vraiment regardé. La confiance, la certitude, la conviction que je n'avais nulle part où aller. Je ne veux rien, ai-je dit. Étienne a éclaté de rire. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Tu n'as jamais rien voulu. Il n'a pas remarqué que mes mains étaient stables. Il n'a pas demandé pourquoi je ne pleurais pas. Il ne s'est pas demandé ce qu'une personne vraiment vide pourrait encore retenir. Pour Étienne, c'était une blague avec une fin prévisible. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que je ne perdais pas une vie. J'étais en train de m'en délester. Et au moment où j'ai signé ces papiers, l'équilibre a discrètement commencé à basculer. La signature a eu lieu un jeudi matin dans un bureau aux parois de verre qui sentait légèrement le café et l'encre d'imprimante. Je suis arrivée avec 10 minutes d'avance. Je le faisais toujours. Je me suis assise seule au bout de la longue table, les mains jointes, la posture droite, les yeux calmes. Quiconque m'aurait observé aurait supposé que j'étais là pour un rendez-vous de routine, pas pour mettre officiellement fin à un mariage de 7 ans. Étienne est arrivé en retard. Il avait l'air détendu, confiant, presque joyeux. Sa veste était jetée sur une épaule, le téléphone collé à l'oreille alors qu'il terminait un appel. « Oui, ce soir ça marche, dit-il. Je serai libre. » Libre. Il a raccroché et m'a enfin regardé. « Prête à en finir ?» a-t-il demandé d'un ton léger, comme si nous annulions un abonnement. L'avocat a fait glisser les documents. « Si vous voulez bien signer ici et ici. » J'ai pris le stylo.
Étienne m'observait attentivement, attendant quelque chose, une hésitation, une fissure, une émotion qui confirmerait sa version de l'histoire. Il s'attendait à des larmes ou au moins à une question. Au lieu de cela, j'ai lu chaque page lentement. Mon visage n'a pas changé. Je me suis arrêté une fois à un paragraphe qu'Étienne avait entièrement sauté. L'avocat l'a remarqué mais n'a rien dit. Étienne a de nouveau vérifié son téléphone. « Tu n'as pas besoin de lire tout ça, a-t-il dit. C'est du standard. » « Je sais, ai-je répondu doucement. Puis j'ai signé. Pas de main tremblante, pas de profonde inspiration, juste de l'encre sur du papier. Étienne a cligné des yeux. « C'est tout ?» a-t-il demandé, déçu. « Tu ne vas vraiment rien dire ?» J'ai rebouché le stylo et l'ai reposé. « Qu'est-ce que tu voudrais que je dise ?» Il a ri. Un son bref et incrédule. « Je ne sais pas. Quelque chose. La plupart des gens se battraient pour leur mariage, ou au moins pour quelque chose. Je ne veux rien, ai-je répété. L'avocat s'est raclé la gorge. Monsieur Dubois, vous devez signer aussi. Étienne a griffonné son nom sans regarder. Le geste était négligent. Il a repoussé le dossier et s'est adossé, satisfait. Bon, a-t-il dit en se levant. Je suppose que c'est réglé. Il s'est arrêté à la porte. Tu trouveras bien une solution, Claire. Tu le fais toujours. Il a souri, presque gentiment. Ne t'attends juste pas à des miracles. La porte s'est refermée derrière lui. Je suis restée assise. Pendant un instant, la pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la ville à l'extérieur. L'avocat m'a étudié attentivement, comme s'il me voyait pour la première fois. Vous êtes sûr ? A-t-il demandé à voix basse. J'ai hoché la tête. Parce que la vérité était simple, et Étienne ne la comprendrait jamais. Je n'avais pas signé parce que j'étais faible. J'avais signé parce que j'en avais fini d'attendre. Et quelque part, bien au-delà de ce bureau, une horloge venait de commencer son compte à rebours. Je pensais que le pire serait de partir. Je me trompais. L'appartement s'est vidé plus vite que prévu. Étienne avait déjà emballé les choses qui lui tenaient à cœur. Ses costumes, ses montres, les récompenses encadrées qui encombraient autrefois les murs. Ce qui restait ressemblait au reste d'une vie que personne ne revendiquait plus. J'ai fait mes bagages tranquillement, ne choisissant que ce qui tenait dans 2 valises. Des vêtements, un ordinateur portable, quelques livres, la preuve que j'avais existé. Le concierge n'a pas croisé mon regard quand je suis partie. J'ai passé la première nuit dans un hôtel modeste en périphérie de la ville, le genre d'endroit que les gens réservent quand leur plan s'effondre. La chambre sentait légèrement la lessive et la vieille moquette. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai fixé le mur, attendant le moment où j'étais censée craquer. Il n'est pas venu. Ce qui est venu à la place, ce sont les petites humiliations. Mon compte joint a été gelé en moins de 48 heures. Étienne a appelé ça une erreur bancaire. La carte de crédit a été refusée à l'épicerie. Un client en freelance m'a envoyé un email pour me dire qu'ils allaient prendre une autre direction. Une amie que je connaissais depuis des années a complètement cessé de répondre. À la fin de la semaine, j'ai compris la forme de ma nouvelle vie. J'ai sous-loué un petit studio plus loin dans un quartier moins central. Pas de vue sur les toits de Paris, pas de concierge, juste une seule fenêtre et le bruit de la circulation la nuit. Je dormais sur un matelas par terre, mes valises empilées comme des meubles temporaires. Étienne n'a pas pris de nouvelles. Au lieu de cela, je le voyais en ligne. Des photos de dîner, des lieux identifiés que je reconnaissais, des sourires qui semblaient sans effort. Une vie qui paraissait intacte par mon absence. Le silence faisait plus mal que la cruauté n'aurait jamais pu le faire. Un soir, j'étais assise par terre, le dos contre le mur, le téléphone à la main. J'ai fait défiler de vieux messages que je n'avais pas eu le cœur de supprimer. Des promesses, des blagues, des versions d'Étienne qui me semblaient maintenant des étrangers. Pour la première fois, le doute s'est insinué. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que je n'avais vraiment rien.
Peut-être que lâcher prise n'avait pas été de la force, mais un abandon. J'ai fermé les yeux, respirant lentement, m'ancrant comme je l'avais toujours fait, en restant silencieuse, en endurant. Je ne savais pas que c'était le point le plus bas par dessein, que chaque porte fermée, chaque confort perdu, chaque appel sans réponse dépouillait ma vie jusqu'à sa vérité la plus nue. Et que parfois, quand il ne reste plus rien à perdre, le sol sous vos pieds n'est pas vide, il est solide. Et moi, Claire Lefebvre, je me tenais dessus pour la première fois. Je n'ai pas entendu le nom de Léna Moreau pendant des semaines, pas directement. Il a refait surface par fragments, à travers des connaissances communes, des histoires à moitié finies et le silence prudent qui suit quelque chose que les gens ne savent pas encore comment formuler. Étienne avait agi vite, trop vite. Des photos sont apparues en ligne. Nouveau dîner, nouveau sourire, nouvelle légende qui s'efforçait trop de paraître naturelle. Je me suis dit de ne pas regarder. J'ai regardé quand même. Léna était belle d'une manière qui semblait délibérée. Des lignes nettes, une posture confiante, l'aisance de quelqu'un qui croyait être enfin arrivé. Sur chaque photo, Étienne se tenait légèrement devant elle, la main possessive sur sa taille, le sourire poli et fier. Ce que je n'ai pas vu, mais que je comprendrai plus tard, c'était à quel point la mâchoire de Léna était serrée, à quel point ses yeux s'écartaient souvent de l'objectif. La première fissure est venue discrètement. Un après-midi, j'ai reçu un email d'une adresse inconnue. Pas d'objet, juste une seule phrase. Vous a-t-il jamais dit la vérité sur quoi que ce soit? J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Je n'ai pas répondu. Le deuxième message est arrivé quelques jours plus tard. Plus long cette fois, prudent. Défensif. Léna écrivait sur sa confusion, sur des histoires qui ne concordaient pas, sur le fait de réaliser qu'elle était toujours comparée à quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré, mais qu'elle détestait déjà en quelque sorte. Il m'a dit que vous étiez dépendante, écrivait Léna. Que vous ne survivriez pas sans lui. J'ai expiré lentement. C'était le schéma d'Étienne. Simplifier, diminuer, réécrire. Puis vint le détail qui a tout changé. Léna a mentionné un document qu'Étienne lui avait montré en se vantant un soir. Les papiers du divorce. Il avait ri en expliquant avec quelle facilité j'avais signé, comment j'étais partie sans rien. Elle ne l'a même pas lu, avait-il dit. Elle ne s'est jamais souciée des détails. Léna l'avait cru jusqu'à ce qu'elle remarque quelque chose d'étrange. Les dates ne correspondaient pas à l'histoire. Le langage était trop spécifique. Et le nom de l'avocat, Thomas Reynaud, n'était pas n'importe quel avocat. C'était un spécialiste fiduciaire. Ce n'était pas un accident. Léna n'avait pas écrit pour se confesser. Elle avait écrit parce que quelque chose lui semblait anormal. Et pour la première fois, Étienne n'était pas la personne la plus intelligente de la pièce. J'ai fermé mon ordinateur portable, la main stable. Je ne me sentais ni vengée ni en colère. Je me sentais lucide. Parce que lorsque les mensonges commencent à s'effondrer sous leur propre poids, ils ne tombent pas vers l'extérieur. Ils se replient vers l'intérieur, écrasant la personne qui les a construits. Et Étienne Dubois était sur le point de découvrir que l'histoire qu'il racontait à tout le monde ne s'effilochait pas à cause de moi. Elle s'effilochait parce que la vérité avait enfin trouvé un témoin. Et les témoins, une fois éveillés, ne restent pas silencieux. La réunion n'avait rien de dramatique. C'est ce qui m'a le plus déstabilisé. Le bureau de Thomas Reynaud était calme, discret, niché dans un immeuble en pierre près de la place Vendôme qui semblait être là depuis plus longtemps que l'ambition elle-même. Pas de mur de verre, pas de logo, juste des dossiers épais, un éclairage doux et le genre de silence qui a du poids. Thomas était déjà assis quand je suis arrivée. Il s'est levé en me voyant. Ni pressé, ni ému, juste respectueux. Vous avez grandi, a-t-il dit doucement. J'ai cligné des yeux. Vous me connaissiez? Il a hoché la tête. Depuis que vous avez 17 ans. Ce fut le premier moment où mon souffle s'est coupé. Thomas n'a pas pressé les choses. Il a versé de l'eau, a fait glisser un unique dossier sur le bureau et a attendu que je le touche. Votre mère faisait confiance au processus, a-t-il dit. Pas aux gens. Surtout pas aux gens.
À l'intérieur du dossier se trouvaient des documents que je n'avais jamais vus. Des lettres, des amendements, des conditions écrites de la main soignée de ma mère. Le trust du Continuum Lefebvre n'avait jamais été bloqué parce que j'étais irresponsable. Il était bloqué parce que l'héritage n'était jamais censé arriver facilement. Il y avait une clause morale, a expliqué Thomas. Votre mère croyait que la richesse révélait le caractère, mais que l'épreuve l'affinait. Il a fait une pause. Vous n'étiez pas tenu de souffrir, mais vous étiez tenu de choisir la dignité sans connaître la récompense. Ma gorge s'est nouée. Thomas a continué, le mariage compliquait les choses. Une fois que vous vous êtes mariés, l'accès a été mis en pause. Le trust ne pouvait pas être activé tant que votre jugement était légalement lié à celui de quelqu'un d'autre. Alors j'ai tout perdu, ai-je dit doucement. Non, a corrigé Thomas. Vous l'avez reporté. Il s'est tourné vers la dernière page. Le trust s'active lorsque 3 conditions sont remplies, a-t-il dit. 1. Vous vivez indépendamment des ressources du trust. 2. Vous n'utilisez pas la richesse pour forcer la loyauté. Et 3. Il m'a regardé attentivement, vous quittez un partenariat qui diminue votre libre arbitre moral, volontairement, sans moyen de pression. J'ai fixé la page. J'avais fait tout cela sans le savoir, sans le planifier, sans vengeance. Étienne, ai-je murmuré, n'a jamais su. Thomas s'est permis un mince sourire. Il a supposé que le silence signifiait l'absence. Il a fait glisser un autre document. Ceci confirme votre statut de seule bénéficiaire contrôlante. Je n'ai pas souri, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement fermé le dossier. Dehors, la ville bougeait comme elle l'avait toujours fait, rapide, bruyante, indifférente. Mais à l'intérieur de cette pièce, une seule vérité s'est installée avec une finalité tranquille. Étienne ne m'avait pas pris mon avenir. Il l'avait déverrouillé sans le savoir. Et la porte qu'il avait fermée derrière moi ne s'ouvrirait plus jamais pour lui. Je n'ai pas changé du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de relooking spectaculaire, pas de soif soudaine d'attention, pas de désir de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce qui a changé était plus silencieux et bien plus permanent. J'ai commencé par me réapproprier de petits choix. J'ai emménagé dans un appartement temporaire donnant sur une rue étroite du centre-ville, le genre d'endroit où les matins commençaient avec le bruit des camions de livraison et les soirées se terminaient avec la lumière chaude se déversant des fenêtres des librairies. J'ai acheté un bureau simple, une chaise confortable, et j'ai placé mon ordinateur portable près de la fenêtre. Pas pour la vue, mais pour me rappeler que je pouvais décider de l'orientation de ma vie. Thomas s'occupait discrètement de la mécanique juridique. Je n'entrais pas dans les salles de conseil et ne signais pas de directives radicales. Pas encore. Le trust bougeait quand j'étais prête. Pas avant. Pour la première fois, le pouvoir m'attendait. Ce qui m'a le plus surprise, c'est l'absence de peur. Je m'attendais à me sentir enivrée par la sécurité ou en colère contre la facilité avec laquelle tout aurait pu être différent. Au lieu de cela, je me sentais ancrée, comme si la longue saison d'incertitude m'avait entraînée à me tenir debout sans m'appuyer. J'ai mis à jour mon CV, non pas parce que j'avais besoin de travail, mais parce que je voulais de la clarté. J'ai renoué avec d'anciens contacts, non pas pour annoncer qui j'étais, mais pour me souvenir de qui j'avais été avant d'apprendre à me faire petite. Les conversations étaient différentes maintenant. Plus directes, sans excuses. Les gens l'ont remarqué, pas l'argent, mais une présence. Je parlais moins, mais quand je le faisais, les gens écoutaient. Je posais des questions plus pointues. Je mettais fin aux conversations qui m'épuisaient. J'ai arrêté de me justifier. La nuit, je lisais de la philosophie, de la psychologie, des notes que ma mère avait laissées, les marges remplies de rappels sur la retenue, la responsabilité et le fardeau silencieux du choix. Je les comprenais maintenant d'une manière que je n'avais jamais comprise auparavant. Il ne s'agissait pas de devenir quelqu'un de nouveau. Il s'agissait de revenir à moi-même, sans compromis. Étienne ne me traversait jamais l'esprit directement, ni avec colère, ni avec nostalgie. Il existait maintenant comme un chapitre clos, un chapitre que je n'avais plus besoin de relire pour comprendre. Ce que j'étais en train de devenir n'avait pas besoin de sa reconnaissance.
Cela nécessitait mon consentement. Et quelque part au-delà du bruit de Paris, au-delà des contrats et des conséquences, quelque chose d'autre a changé aussi. Subtil, non forcé. Le monde a commencé à réagir différemment. Non pas parce que je l'exigeais, mais parce que je ne demandais plus la permission d'exister en son sein. Et la transformation, ai-je appris, ne s'annonce pas. Elle fait simplement que tout le reste se met en place. Étienne Dubois croyait d'avoir gagné. Cette conviction s'était installée dans sa poitrine comme une chose chaude et permanente. Mérité, justifié, indéniable. Le divorce était finalisé. J'étais partie. Le silence que j'avais laissé derrière moi ressemblait moins à une perte qu'à un soulagement. Plus de résistance silencieuse. Plus de jugement invisible. Plus de femmes lui rappelant les parties de lui-même qu'il préférait ne pas examiner. Sa vie ressemblait enfin à ce qu'il pensait qu'elle devait être. Léna a emménagé dans son Penthouse en quelques semaines. Elle s'intégrait facilement dans l'espace que je n'avais jamais semblé remplir correctement. Riant dans la cuisine, organisant des dîners, identifiant des photos en ligne qui recueillaient des approbations à une vitesse record. J'ai su qu'Étienne regardait les chiffres grimper et confondait l'attention avec le succès. Au travail, sa confiance s'est aiguisée. Il parlait plus fort en réunion, coupait la parole aux gens sans s'excuser, commençait à laisser entendre qu'un nouveau chapitre s'ouvrait dans sa vie personnelle. Des collègues l'ont félicité, certains sincèrement, d'autres avec prudence. Étienne n'a pas vu la différence. Quand quelqu'un posait des questions sur moi, il souriait avec indulgence. Nous nous sommes éloignés, disait-il. Elle voulait une vie plus simple. La façon dont il le disait donnait à l'histoire un air de vérité établie. Finale. Assez vrai. Il a demandé Léna en mariage dans un restaurant privé surplombant la Seine, convaincu que ce geste consoliderait tout, son statut, ses choix, son avenir. Elle a dit oui après une pause qu'Étienne a choisi de ne pas voir. Il a posté l'annonce le soir même. La réponse a été immédiate. Applaudissements, messages, validation. Voilà à quoi ressemblait la victoire. Et pourtant, sous la célébration, de petites fractures ont commencé à se former. J'ai appris plus tard que Léna posait plus de questions que je ne l'avais jamais fait, sur les finances, les avocats, les détails qu'Étienne balayait d'un revers de main. Il s'en moquait, la qualifiant de prudente, de maligne. Mais ses yeux s'attardaient quand ses réponses ne la satisfaisaient pas. La nuit, Étienne dormait d'un sommeil agité. Il rêvait de réunions auxquelles il était en retard, de documents qu'il ne trouvait pas, de portes qui ne s'ouvraient pas, peu importe la force avec laquelle il poussait. Il se réveillait irrité, blâmant le stress, l'ambition, le coup d'être un homme en pleine ascension. Il n'a jamais envisagé que cette ascension pouvait être empruntée. Car pour Étienne, cette nouvelle vie semblait méritée. Il avait échangé vers le bas, puis vers le haut. Il avait supprimé l'obstacle. Il avait fait le bon choix. Alors, quand la première invitation inattendue est arrivée, gaufrée et formelle, Étienne ne s'est pas posé de questions. Il a souri. Parce que les gagnants ne remettent pas en question la bonne fortune, ils supposent qu'elle leur appartient. Et Étienne Dubois n'avait aucune idée que son tour de victoire le menait tout droit vers le règlement de compte qu'il pensait avoir échappé. L'invitation est arrivée sur un carton crème épais, glissé sous la porte du Penthouse d'Étienne comme une promesse. Il l'a remarqué immédiatement, non pas à cause du nom imprimé sur l'enveloppe, mais à cause de ce qu'elle signalait. Le poids, la texture, le gaufrage subtil qui parlait de cercles auxquels il avait passé des années à essayer d'accéder. Ce n'était pas un autre cocktail de l'industrie ou un dîner de charité mendiant des dons. C'était un accès. Ça a l'air important, a dit Léna, la ramassant avant qu'il ne le puisse. Elle l'a retourné, les sourcils levés. Le gala annuel du Continuum Lefebvre. Étienne a marqué une pause. Le nom a remué quelque chose de lointain et d'agaçant, comme un mot dont il se souvenait presque mais qu'il ne se souciait pas assez de chercher. Jamais entendu parler, a-t-il dit en haussant les épaules. Probablement un vieux fond qui essaie de rester pertinent. Pourtant, il a repris le carton et a lu les détails attentivement. Le lieu lui a coupé le souffle. Le Ritz, place Vendôme, tenue de soirée, sur invitation uniquement.
Il a souri. À la fin de la journée, Étienne s'était convaincu que l'invitation était la preuve de son ascension. Quelqu'un d'important l'avait remarqué. Quelqu'un de puissant avait décidé qu'il avait sa place. Il a transmis les détails à son assistante et lui a dit de libérer son emploi du temps. Celui-là compte, a-t-il dit. Dans les jours précédant le gala, Étienne a ressenti une montée d'adrénaline familière, l'anticipation pour laquelle il vivait. Il a commandé un nouveau smoking, a changé sa montre, a répété des présentations dans sa tête. Il a imaginé les conversations, les poignées de main et le moment où quelqu'un prononcerait son nom avec intérêt plutôt qu'avec courtoisie. Léna s'est préparée aussi, mais plus discrètement. Elle posait des questions qu'Étienne balayait d'un revers de main. « Sais-tu qui dirige ce fonds ?» a-t-elle demandé une fois. « Quelle importance ?» a-t-il répondu. « S'ils m'ont invité, ils savent qui je suis. » C'était le mensonge qu'il avait besoin de croire. Le matin de l'événement, Étienne se tenait devant le miroir, ajustant ses boutons de manchette, la confiance s'installant. Il avait l'air réussi, désiré, intouchable. Il n'avait aucune idée que l'invitation n'était pas une récompense. C'était une convocation. Parce que le Continuum Lefebvre ne rassemblait pas les gens pour les célébrer. Il les rassemblait pour les observer. Et quelque part dans les salles en marbre du Ritz, une place avait été préparée. Pas pour Étienne le gagnant, ou Étienne le fiancé, ou Étienne, l'homme qui pensait avoir dépassé son passé. Mais pour Étienne Dubois, l'erreur. Et ce soir-là, la salle se souviendrait de ce qu'il avait choisi d'oublier. La salle de bal du Ritz brillait d'une autorité tranquille. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur les sols en marbre, et l'air portait le doux murmure de l'argent parlant à l'argent. Étienne se déplaçait dans la pièce avec aisance, Léna à ses côtés, saluant les visages qui comptaient ou qui pourraient un jour compter. Il se sentait chez lui ici. C'était son élément. Puis la salle a changé. Ce n'était pas bruyant. Il n'y a pas eu d'annonce au début, juste un changement subtil d'attention, comme un courant attirant chaque regard vers le même point. Les conversations se sont raréfiées, les rires se sont adoucis, les têtes se sont tournées. Étienne a suivi le mouvement instinctivement. Je me tenais près de l'entrée, sans hâte, habillé simplement mais impeccablement. Pas de bijoux spectaculaires, pas de robe de soirée extravagante, juste une confiance tranquille, du genre qui ne demande pas à être remarquée parce qu'elle s'attend à être comprise. Claire Lefebvre. Pendant un instant, l'esprit d'Étienne a refusé de me placer ici. Cette salle ne m'appartenait pas. Plus maintenant. Jamais. Si sa version du monde était correcte, il s'est dit que c'était une coïncidence, une invitée, une erreur. Mais la façon dont les gens m'approchaient racontait une autre histoire. Il ne se présentait pas. Il me saluait. Un homme qu'Étienne reconnaissait du monde de la finance m'a serré la main avec déférence. Une femme à qui il avait autrefois présenté un projet s'est penchée, souriante, à l'écoute. Je me déplaçais avec aisance, répondant aux questions sans explication, ma présence calme et naturelle. Léna a remarqué la première. « C'est ton ex-femme » a-t-elle murmuré, la confusion crispant sa voix. « Pourquoi tout le monde la connaît » Étienne a dégluti. Ils ne la connaissent pas. Mais même en le disant, il a vu Thomas Reynaud traverser la salle et s'arrêter à côté de moi, parlant doucement, respectueusement. J'ai hoché la tête une fois. Puis l'hôte est monté sur scène. « Mesdames et messieurs », a commencé l'homme, la voix posée. « Merci de vous joindre à nous ce soir. Avant de commencer, j'aimerais saluer la personne qui rend ce rassemblement possible. » La salle est tombée dans le silence. Notre seule bénéficiaire contrôlante et présidente du Continuum Lefebvre, a-t-il continué. Mademoiselle Claire Lefebvre. Les applaudissements n'ont pas été explosifs. Ils ont été immédiats. Étienne a senti le sang quitter son visage. Je me suis avancé, posé, mes yeux balayant la salle, passant sur Étienne sans s'arrêter, non pas par évitement, ni par colère, mais avec finalité. À cet instant, la vérité s'est imposée avec une clarté brutale. Je n'étais pas venu pour le confronter. J'étais venu parce que c'était ma salle.
Et Étienne Dubois n'était plus au centre de celle-ci. Étienne ne se souvenait pas de s'être assis. Un instant, il était debout près du bar, l'écho des applaudissements résonnant encore à ses oreilles. L'instant d'après, il s'agrippait au bord d'une chaise comme si la pièce avait basculé sans crier gare. Le nom de Claire Lefèvre se répétait dans son esprit, détaché de la femme qu'il pensait connaître, se recomposant en quelque chose d'inconnaissable. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas réel. Il a ri une fois à voix basse, un rire sec et paniqué. Une erreur, une coïncidence, une mise en scène qui se corrigerait si seulement il attendait assez longtemps. Mais rien ne s'est corrigé. Autour de lui, les conversations ont repris. Plus calme maintenant, chargé. Étienne a capté des fragments au passage des gens. Seul bénéficiaire. Continuum Lefèvre. Je ne savais pas qu'elle était si jeune. Chaque mot atterrissait comme un coup, arrachant une autre couche de déni. Léna était assise à côté de lui, rigide. Étienne, a-t-elle dit prudemment. Que as-tu signé exactement pendant ton divorce? Il s'est tourné vers elle, l'irritation montant. Des papiers standards. Elle est partie sans rien. Léna n'avait pas l'air convaincue. Alors pourquoi Thomas Reynaud est-il ici? Le nom l'a frappé plus durement que les applaudissements. Étienne a balayé la salle du regard et a vu Reynaud parler avec deux hommes qu'il reconnaissait des cercles réglementaires. Des gens qui n'assistaient pas à des galas, sauf si des décisions étaient en train de se prendre. La bouche d'Étienne s'est asséchée. Des souvenirs ont refait surface, indésirables. Le jour de la signature. Mon arrêt sur un paragraphe. L'hésitation de l'avocat. Sa propre impatience. Il avait survolé. Il survolait toujours. Les détails étaient pour les gens avec moins d'élan. Un serveur est passé avec du champagne. Étienne l'a repoussé d'un geste. Il a sorti son téléphone, les doigts tremblants. Il a cherché l'accord de divorce dans ses emails. Le document se chargeait lentement, chaque seconde s'étirant. Il a fait défiler les sections dont il se souvenait. Bien, compte, confidentialité. Puis il l'a vu. Une clause qu'il n'avait jamais lue. Renonciation mutuelle aux réclamations présentes et futures découlant d'intérêts fiduciaires, de trust ou de contrôle bénéficiaire associés au conjoint désigné. Étienne a fixé les mots, son pouls rugissant dans ses oreilles. Il avait renoncé à toute prétention, directe ou indirecte, à tout ce qui était lié à moi. Pas seulement l'argent, pas seulement le patrimoine. L'influence, l'accès, la protection. La pièce semblait se refermer sur lui. Léna s'est levée. Tu m'as dit qu'elle n'était rien, a-t-elle dit doucement. Étienne a levé les yeux vers la scène où je parlais maintenant avec une autorité calme. La salle écoutait comme elle ne l'avait jamais écouté, lui. À ce moment, la vérité a atterri avec une précision dévastatrice. Il ne m'avait pas perdu parce que j'étais faible. Il avait tout perdu parce qu'il avait été négligent. Et le contrat dont il s'était moqué avait déjà décidé de son avenir sans son consentement. Le garçon ne savait pas qu'il disait la vérité. C'est ce qui rendait la chose impossible à ignorer. Il se tenait à mes côtés pendant la réception, ses petits doigts enroulés autour d'un verre de jus de pomme, ses yeux parcourant la salle de bal avec la curiosité honnête de quelqu'un qui n'avait jamais appris à faire semblant. Je gardais une main légèrement posée sur son épaule, non pas pour le retenir, mais pour le rassurer qu'il était en sécurité. Qu'il était vu. Étienne l'a remarqué tard. Au début, il a pensé que l'enfant appartenait à quelqu'un d'autre, un autre donateur, un autre invité. Mais ensuite, le garçon a ri, un son doux et familier qui a touché quelque chose de profond dans la poitrine d'Étienne. Il s'est approché avant de pouvoir s'en empêcher. « C'est votre fils ?» a demandé Étienne, forçant une désinvolture dans sa voix. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne lui devais rien. Le garçon a levé les yeux à la place. « Tu es Étienne ?» a-t-il dit simplement. Le nom a atterri sans accusation, sans peur. Étienne s'est raidi. « Est-ce que je te connais ?» Le garçon a froncé les sourcils, confus par la question. « Tu habitais avec ma maman ?» a-t-il dit, avant qu'elle arrête d'être triste tout le temps. L'air autour d'eux s'est raréfié.
Ma main s'est légèrement resserrée sur l'épaule du garçon, non pas pour le faire taire, mais pour l'ancrer. J'ai croisé le regard d'Étienne pour la première fois de la soirée. Calme, sans ciller. Étienne a dégluti. Je ne l'ai jamais rendu triste. Le garçon a réfléchi à cela attentivement, comme le font les enfants lorsqu'ils trient la vérité du bruit. Si, a-t-il dit simplement. Mais tu ne le voyais pas. Elle pleurait dans la cuisine quand tu étais au téléphone. Elle me disait de ne pas m'inquiéter. Étienne a ouvert la bouche. Aucun mot n'est sorti. Je ne m'inquiète plus maintenant, a ajouté le garçon en me souriant. Elle rit davantage. Il n'y avait aucune méchanceté là-dedans, aucune intention de blesser, juste une observation. Léna se tenait à quelques pas, observant l'échange avec une clarté naissante. Pas de triomphe, pas de jalousie, de la compréhension. Je me suis alors agenouillée, me mettant au niveau du garçon. Et, ai-je dit doucement. Merci d'être honnête. Il a hoché la tête, satisfait, et s'est éloigné vers la table des desserts. L'instant s'est étiré. Étienne a senti quelque chose céder en lui. Pas de manière dramatique, pas bruyamment, mais complètement. Il avait passé des années à réécrire des histoires, à remodeler des souvenirs, à se convaincre que le mal ne comptait que s'il était visible. Mais l'enfant l'avait vu. Et les enfants ne mentent pas pour protéger l'orgueil. Je me suis relevée. Voilà, ai-je dit doucement, pourquoi je suis partie. Je n'ai pas attendu sa réponse, car la vérité avait déjà parlé, et elle avait choisi la seule voie avec laquelle Étienne ne pourrait jamais argumenter. Léna Moreau a quitté la salle de bal sans dire au revoir. Ce n'était pas dramatique, pas de voix élevée, pas de scène finale. Elle a simplement reculé, a tendu sa flûte de champagne à un serveur qui passait, et s'est dirigée vers la sortie avec un calme qu'Étienne ne lui avait jamais vu. Il l'a remarqué trop tard. Le temps qu'il se retourne, elle était déjà à mi-chemin du sol en marbre, les talons stables, les épaules droites, sans aucune hésitation dans sa démarche. Étienne l'a suivi, la panique aiguisant ses pas. « Léna » a-t-il appelé, forçant un rire qui sonnait faux même à ses propres oreilles. « Qu'est-ce que tu fais » Elle s'est arrêtée près des hautes portes et s'est retournée lentement. « J'en ai assez d'écouter des histoires qui ne fonctionnent que si personne ne pose de questions, a-t-elle dit. Étienne a ricané. « Tu réagis de manière excessive. Cette soirée, ce n'est que de la politique, de l'image. » Léna l'a étudié un long moment. L'a vraiment étudié, comme si elle dépouillait la version d'Étienne qu'on lui avait vendue et la comparait à l'homme qui se tenait devant elle maintenant. « Tu m'as dit qu'elle n'était rien, a-t-elle dit doucement. Tu as dit qu'elle avait besoin de toi, qu'elle avait signé pour renoncer à sa vie parce qu'elle ne la comprenait pas. » Il a ouvert la bouche, prêt avec une douzaine d'explications. Elle ne lui en a pas laissé la chance. « Tu ne mentais pas pour m'impressionner, » a poursuivi Léna. « Tu mentais pour te protéger. » Les mots ont atterri proprement, précisément, sans cruauté. « J'ai vu comment tu as réagi quand ils ont dit son nom, » a-t-elle ajouté. Ce n'était pas de la surprise. C'était de la peur. Étienne a senti la pièce lui échapper à nouveau. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. »« Si, » a dit Léna. « Parce que je l'ai reconnu. C'est le même regard que tu as quand quelqu'un s'approche trop près de la vérité. » Elle a jeté un regard en arrière vers la salle de bal où je me tenais, entourée d'un respect tranquille, imperturbable, naturel. « Elle ne t'a rien pris, » a dit Léna. « Tu lui as tout donné parce que tu pensais que ça n'avait pas d'importance. » Le silence s'est étiré entre eux. Léna a levé la main et a retiré la bague qu'Étienne lui avait passée au doigt des semaines plus tôt. Elle l'a posée délicatement sur la petite table près de la porte. « Je ne serai pas ta preuve de succès, » a-t-elle dit. « Et je ne serai pas ton bouclier. » Puis elle s'est retournée et est partie. Étienne est resté figé, le poids de la bague plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Pour la première fois, il n'y avait plus personne à blâmer, pas de femme à réécrire, pas de récit à contrôler. Car même lorsque la personne qui a bénéficié du mensonge s'en va, ce qui reste, c'est la vérité. Et Étienne Dubois était enfin seul avec elle. La chute d'Étienne n'a pas fait les gros titres. Elle est venue avec le silence.
Le lundi après le gala, son agenda semblait plein, mais son téléphone est resté silencieux. Pas de message de félicitations, pas de réunion de suivi. L'invitation qui avait autrefois semblé être une couronne se lisait maintenant comme un avertissement qu'il avait ignoré trop tard. Au bureau, les choses semblaient différentes. Les conversations s'arrêtaient quand il approchait. Une réunion qu'il avait dirigée pendant des années a été réattribuée sans explication. Son assistante évitait son regard, transférant les appels au lieu de les lui passer. Quand Étienne a posé des questions sur un contrat retardé, son directeur a offert un sourire crispé. Le conseil d'administration veut réévaluer, a-t-il dit. Gestion des risques. Le risque, le mot résonnait. Le mercredi, la réévaluation est devenue de la distance. La distance est devenue de l'exclusion. Étienne a appris par un tiers qu'un partenariat clé avait été discrètement dissous. Pas d'accusation, pas de drame, juste un retrait poli. Le genre réservé aux personnes qui ne valent plus la peine d'être défendues. Il a essayé d'en rire, se disant que c'était temporaire. Que l'élan ralentissait toujours avant d'accélérer à nouveau. Mais l'élan ne revient pas quand la confiance est partie. Ce soir-là, Étienne était assis seul dans le Penthouse qui semblait soudainement trop grand. Les affaires de Léna avaient disparu. La bague était toujours là où elle l'avait laissée, intacte, accusatrice dans son immobilité. Il s'est versé un verre et a regardé l'horizon qu'il croyait autrefois refléter son importance. Ce n'était pas le cas. Des emails sont arrivés, soigneusement formulés, professionnellement distants. Des invitations annulées, des comités restructurés. Son nom a glissé plus bas sur des listes qui autrefois ouvraient des portes sans effort. Il a finalement appelé Thomas Reynaud. L'appel est allé sur la messagerie vocale. Étienne a conduit à la place, le désespoir lui serrant la poitrine. L'assistante de Reynaud l'a rencontré dans le hall et ne l'a pas invité à monter. Monsieur Reynaud n'a aucune affaire avec vous, a-t-elle dit calmement. Il n'en a jamais eu. La vérité s'est installée avec un poids qu'Étienne ne pouvait pas fuir. Il n'avait pas été poussé dehors. Il avait été jugé sans importance. À la fin du mois, son poste a été supprimé dans le cadre d'un réalignement stratégique. L'indemnité était généreuse mais inutile. De l'argent sans accès, du temps sans influence, un nom dont les gens ne se souvenaient qu'au passé. Étienne s'est assis dans le silence qui a suivi, rejouant chaque moment qu'il avait ignoré. Chaque pause, chaque signature, chaque avertissement qu'il avait pris pour de la faiblesse. C'était la partie que personne n'applaudissait. La lente compréhension que rien ne lui avait été pris injustement. Il avait tout troqué, et le monde, ayant fini avec lui, était passé à autre chose sans un regard en arrière. Je n'ai pas célébré la chute d'Étienne. Le temps que son nom commence à disparaître des conversations, j'étais déjà passé à autre chose. Pas en avant, pas vers le haut, mais vers l'intérieur. C'est là que le vrai changement avait pris racine. Mes journées se sont installées dans un rythme qui semblait mérité. Les matins commençaient par des promenades tranquilles au jardin du Luxembourg, la ville s'éveillant autour de moi sans urgence. Je travaillais quand je le voulais, non pas parce que j'en avais besoin. Les décisions arrivaient sans pression, les choix sans peur. Pour la première fois de ma vie d'adulte, rien dans mon monde ne dépendait de l'approbation de quelqu'un d'autre. Le trust a fait ce pourquoi il était conçu. Silencieusement, les investissements ont changé. Les conseils d'administration se sont ajustés. L'influence s'est déplacée sans que j'aie à élever la voix. J'assistais aux réunions quand c'était important et je refusais quand ça ne l'était pas. Le pouvoir, ai-je appris, était plus efficace quand il n'avait pas besoin de s'annoncer. Ce qui m'a le plus surprise, ce n'était pas la facilité. C'était l'espace. L'espace pour penser. L'espace pour se reposer. L'espace pour ressentir sans se préparer aux conséquences. Les gens m'approchaient différemment maintenant. Non pas à cause de ce que je possédais, mais à cause de la façon dont j'écoutais. Je posais des questions que personne d'autre ne se donnait la peine de poser. Je me souvenais des noms. Je remarquais qui était négligé. Et tranquillement, délibérément, je mettais ces personnes en avant.
Un soir, après une longue session du conseil d'administration d'une œuvre de charité, je me suis attardée sur les marches à l'extérieur du bâtiment. Les lumières de la ville se reflétaient sur le pavé humide, douce et flou. Thomas Reynaud se tenait à côté de moi, les mains dans les poches de son manteau. « Vous avez choisi le chemin difficile », a-t-il dit. J'ai souri faiblement. C'était le seul qui me semblait honnête. Quelqu'un s'est approché alors. Pas un inconnu, pas un sauveur, juste un homme qui avait travaillé avec moi sur un projet des mois plus tôt. Réfléchi, posé. Il m'a parlé sans présomption, sans performance. Quand il m'a demandé si j'aimerais dîner un de ces jours, il n'y avait aucune urgence dans sa voix, seulement de l'intérêt. J'ai dit oui. Non pas parce que j'avais besoin de compagnie, non pas parce que je voulais prouver que j'étais à nouveau choisi, mais parce que je voulais choisir. C'était la récompense que personne ne pouvait me prendre. Ni la richesse, ni l'accès, ni même la satisfaction tranquille de la justice. La récompense était le libre arbitre. Et alors que je rentrais chez moi ce soir-là, la ville s'ouvrant autour de moi comme une promesse au lieu d'une épreuve, j'ai compris quelque chose avec une douce certitude. Je n'avais pas enduré tout cela pour gagner. J'avais enduré pour devenir libre. Et la liberté, une fois revendiquée, ne demande plus jamais la permission. 1 an plus tard, Étienne Dubois passait dans Paris comme un fantôme. Personne ne le remarquait. Il vivait toujours dans la ville, mais plus au sommet des immeubles. Son nom n'ouvrait plus de portes. Il refaisait surface occasionnellement, jamais avec colère, jamais avec scandale, juste comme un exemple silencieux de quelqu'un qui avait été présent une fois, puis ne l'était plus. Personne ne parlait de moi en relation avec lui. C'était la partie qui faisait le plus mal. Pour moi, la vie ne s'est pas déroulée comme un montage de victoires. Il n'y a pas eu de gros titres, pas de déclaration publique, pas de moment où je me suis tenue au-dessus des décombres en souriant. Mon bonheur est arrivé comme le font les vraies choses, progressivement, doucement et sans spectacle. Je me suis mariée à l'automne. Pas un mariage mondain, pas une performance, juste une petite cérémonie près de l'eau, entourée de gens qui m'avaient connue avant que le monde ne décide que j'avais de l'importance. L'homme à mes côtés n'a pas promis de me sauver ou de m'élever. Il a promis de marcher avec moi, stable, présent, sans peur de ma force. C'était assez. Le garçon tenait ma main pendant les vœux, souriant comme s'il avait toujours su comment l'histoire se terminerait. Quand je riais, ce n'était plus retenu ou prudent. C'était plein, non filtré, réel. J'ai gardé mon nom de famille, non pas comme une déclaration, mais comme une vérité. Le Continuum Lefebvre a poursuivi son travail tranquillement, finançant l'éducation, restaurant des systèmes, soutenant des gens qui ne connaîtraient jamais mon visage. Je n'ai jamais eu besoin qu'il le fasse. L'héritage, ai-je appris, ne consistait pas à être vu. Il consistait à être constante. Par un froid matin d'hiver, je me tenais près de la fenêtre de mon appartement, le café réchauffant mes mains, regardant la ville s'éveiller. Ma vie semblait équilibrée maintenant, pas parfaite, pas à l'abri de la douleur, mais choisie. Et quelque part à travers la ville, Étienne faisait défiler de vieilles photos qu'il n'avait jamais supprimées, non pas par nostalgie, mais par confusion. Il ne pouvait toujours pas comprendre comment la femme qu'il avait méprisée était devenue inaccessible, intouchable, entière. La vérité était simple. Il avait confondu le silence avec le vide, la patience avec la faiblesse, l'amour avec la dépendance. Et le temps qu'il réalise la différence, l'histoire ne lui appartenait plus. J'ai fermé la fenêtre et je suis retournée à ma vie. Je n'avais rien à prouver, personne à convaincre, pas de passé à fuir. Seulement un avenir que j'avais mérité. Pièce par pièce, choix par choix. Et c'était la fin qu'il ne pourrait jamais toucher.